Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker. Alors, je voudrais qu'avec vous, nous puissions commenter ce sommet d'Helsinki qui est un sommet tout à fait exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours que les leaders des deux grandes puissances au monde se rencontrent. Alors, avant de rentrer, on va dire, sur l'aspect macro de ce sommet, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants de cette rencontre entre les deux leaders, je voudrais qu'on parle d'Israël en particulier, de la place qu'a pris Israël dans ce sommet. On a parlé de la Syrie et apparemment on a parlé en bien de l'État d'Israël, de Binyamin Netanyahou et de la position des deux leaders semble aller dans le sens que Binyamin Netanyahou souhaite. Oui, je pense qu'il y a là un très gros acquis de la part de Netanyahou et il faut le saluer là-dessus, à savoir cette relation spéciale qu'il a établie avec le président russe et ce modus operandi avec la Russie sur la question syrienne. Il est clair qu'au Proche-Orient, la Russie et Israël ont des intérêts divergents, en particulier sur la question iranienne et sur la question syrienne. Cependant, Israël et la Russie aujourd'hui ont une coordination très poussée et Vladimir Poutine a finalement accepté de limiter au maximum et selon sa capacité d'influence la présence iranienne en Syrie, moyennant un engagement israélien à ne pas renverser le régime d'Assad. Donc, encore une fois, un acquis diplomatique très important qu'il faut reconnaître au Premier ministre Netanyahou. Alors, cela veut dire qu'en fait, Donald Trump, lui, a appuyé la demande de Binyamin Netanyahou la semaine dernière lors de la rencontre entre Netanyahou et Poutine. La politique des États-Unis se calque quelque part aussi sur celle de l'État d'Israël. Les intérêts sont communs à ce niveau-là pour ce qui est de la Syrie ? Il faut bien comprendre que sur la question syrienne, comme sur la question du Proche-Orient en général, il y a une certaine contradiction dans la politique de Trump, dans la mesure où il veut à la fois repousser les influences qui sont gênantes pour les États-Unis, en particulier l'influence chiite et iranienne en Syrie, mais d'un autre côté, il veut limiter, voire mettre fin à la présence militaire américaine en Syrie. Or, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Repousser l'influence des ennemis des États-Unis, mais mettre fin à la présence militaire américaine. Et par conséquent, de ce point de vue, Donald Trump s'associe à la politique israélienne qui consiste à agir contre la présence militaire iranienne en Syrie, ce qui évidemment n'exige aucun appui militaire américain, puisque finalement Israël fait le travail pour les États-Unis. Donc cela évidemment arrange l'administration américaine. Donc on reconnaît de manière tacite que c'est Vladimir Poutine qui est le maître du jeu dans la région, quoi. Non, Vladimir Poutine n'est pas le maître du jeu dans la région, parce que Vladimir Poutine, d'abord, n'a fait qu'intervenir en Syrie, et son intervention en Syrie ne lui a pas donné non plus de solution, évidemment, à la crise humanitaire et politique de la Syrie. Le fait qu'il ait réussi à maintenir Assad au pouvoir ne signifie pas que la Russie a une solution à la crise syrienne, et je vous rappelle que Vladimir Poutine a déjà eu plusieurs sommets avec les dirigeants iraniens et turcs, il n'a pas réussi à arriver à une solution politique. Le seul acquis géopolitique de Poutine, ça a été, comme je l'ai dit, le maintien d'Assad au pouvoir, mais les limites du pouvoir russe sont révélées par l'absence d'une solution politique et humanitaire en Syrie et à l'incapacité de Vladimir Poutine d'imposer une solution politique qu'il n'a pas d'ailleurs en Syrie. Alors, au-delà de ce qui se passe sur le terrain en Syrie, une question, je n'ai pas trouvé dans la presse israélienne de réponse très claire à ce sujet. On a sûrement parlé du nucléaire iranien, de la menace du nucléaire iranien. Est-ce que de ce côté-là, Donald Trump a une chance d'obtenir une quelconque concession de la Russie concernant l'accord de Vienne ? Ça dépend ce qu'on entend par concession. La Russie n'a aucune intention de quitter l'accord de Vienne, pas plus d'ailleurs que les pays européens et la Chine. Ce que évidemment voudrait l'administration américaine, mais également Israël, c'est une politique de vérification beaucoup plus ferme des autres signataires qui sont toujours dans l'accord vis-à-vis de l'Iran. Mais la décision américaine de quitter
L'accord de Vienne a été une décision américaine qui n'engage pas les autres signataires. Et par conséquent, la position de la Russie n'a jamais changé, à savoir qu'elle maintient l'accord. Et puis il faut bien comprendre que la Russie a également des intérêts économiques et géopolitiques dans cet accord. D'abord, je vous rappelle que c'est quand même la Russie qui a fourni une grande partie de la technologie nucléaire civile à l'Iran au cours des ans. Mais également, la Russie a un intérêt économique commun avec l'Iran, puisque entre la Russie, l'Iran et le Qatar, c'est 70% des ressources mondiales de gaz naturel, et qu'il y a là une espèce de cartel de facto, et que la Russie a tout intérêt à ce que l'Iran soit réintégré dans le marché du gaz naturel mondial pour maintenir cette espèce de cartel de facto. Donc on ne peut pas, je dirais, attendre de la Russie qu'elle quitte l'accord de Genève. Alors, pour revenir un peu à ce sommet qui, je le disais, était exceptionnel, certains commentateurs, je le lisais dans la presse israélienne, le comparent ce sommet d'Helsinki au sommet de Yalta, de Téhéran, qui remène une volonté des leaders des deux grandes puissances, la Russie et, à l'époque c'était l'Union soviétique, mais la Russie et les États-Unis, de se partager le monde, de se partager les domaines, les zones d'influence. Est-ce que l'on est dans ce cas de figure, et quel était l'objectif majeur à votre avis de ce sommet? Je pense qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure, puisque les sommets que vous avez rappelés étaient vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où là, effectivement, les deux grandes puissances militaires, c'était à l'époque les États-Unis et l'Union soviétique face à l'Allemagne nazie et au Japon. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les pouvoirs respectifs des États-Unis et de la Russie sont complètement différents. Et puis nous sommes dans un monde en réalité multipolaire, parce qu'on n'a pas mentionné la Chine. Et nous ne sommes plus dans un monde bipolaire avec deux grandes superpuissances. Il y a plusieurs grandes puissances, et n'oubliez pas également que la puissance de la Russie est en réalité une puissance en trompe-l'œil. Oui, la Russie a toujours son arsenal nucléaire et son armée, mais d'un autre côté, la Russie est un pays qui a une économie très faible, qui repose quasiment entièrement sur les hydrocarbures, qui n'a aucune innovation, une population vieillissante qui se rétrécit d'année en année. Donc derrière le pouvoir militaire russe qui est objectif, il y a également une faiblesse économique et démographique, et on ne peut pas comparer la superpuissance américaine avec la puissance relative de la Russie, et puis comme je l'ai dit, d'autres puissances régionales, en particulier la Chine. Alors, donc, ne nous trompons pas à ce sujet. Est-ce qu'à votre avis, alors, pour ne reprendre, on va dire, ne pas revenir jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas, est-ce que finalement Donald Trump, à travers ce sommet et sa rencontre avec Vladimir Poutine, ne voulait pas d'abord minimiser l'importance de l'Europe et en tout cas renvoyer aux oubliettes de l'histoire l'Alliance nord-atlantique, l'OTAN, qu'il a tendance à considérer comme un peu anachronique? Je pense que ce serait une grande erreur de sa part de faire cela, puisque la Russie est un adversaire des États-Unis. Alors certes, nous ne sommes plus pendant la guerre froide, oui, c'est ça. Mais c'est un adversaire. Et l'Alliance atlantique, l'Alliance occidentale doit être maintenue face à l'agression, à la politique agressive de Vladimir Poutine en Europe de l'Est et au Proche-Orient. Et cette alliance doit être maintenue. Alors le fait effectivement que Donald Trump ait des doléances vis-à-vis des pays européens, il a raison de dire qu'ils doivent honorer leur obligation de dépenser 2% de leur produit intérieur brut sur les dépenses militaires, ça c'est très bien. Mais on ne peut pas jeter aux oubliettes cette alliance militaire qui évidemment n'a plus la même importance qu'elle avait pendant la guerre froide, mais qui cependant reste primordiale pour, comme je l'ai dit, servir de pouvoir de déterrence de dissuasion face à la politique révisionniste et agressive de Vladimir Poutine en Europe de l'Est. Alors les quotidiens israéliens se font l'écho, on va dire, de la presse et des médias américains qui semblent être extrêmement offusqués par la position adoptée par Donald Trump lors de sa conférence de presse hier avec Vladimir Poutine au sujet justement de l'ingérence de la Russie dans la campagne électorale. Il a, on va dire, innocenté Vladimir Poutine alors que les services de renseignement américains affirment clairement qu'il y a eu une ingérence. C'est quelque chose qui vous a choqué parce que apparemment, en tout cas, ça choque beaucoup aux États-Unis et y compris dans le parti républicain? Oui, c'est quelque chose. Je trouve que c'est grave qu'un président américain publiquement dise qu'il a plus confiance dans Vladimir Poutine
que dans ses propres services de renseignement, qui dit ça publiquement. Et ce n'est pas un hasard si, comme vous l'avez rappelé, même une grande partie du Parti républicain a vivement critiqué Donald Trump pour ses propos. C'est quand même grave lorsqu'un président américain, comme je l'ai dit, donne plus confiance aux dirigeants d'un pays adversaire qu'à ses propres services de sécurité. On sait que Vladimir Poutine a également nié avoir utilisé ce fameux poison Novichok contre des espions russes en Angleterre. Le fait qu'il le nie, ça ne veut pas dire que la Russie ne l'a pas fait. Et si le service de renseignement américain l'affirme, comment est-ce que le président des États-Unis peut finalement nier ces informations et faire confiance à Vladimir Poutine, et ce, en public? Je pense qu'effectivement, il y avait là quelque chose d'assez grave et d'inquiétant. Alors, pour ce qui est des autres sujets, quels ont été les grands thèmes qui ont été abordés au cours de ce sommet? Est-ce que on peut dire qu'il y a, quels sont les thèmes, on va dire les zones de tension entre les deux puissances? C'est 3 sujets. La Crimée, la Syrie et les pipelines de gaz naturel entre la Russie et l'Europe. Sur ces 3 sujets, il y a un désaccord de fond dans la mesure où sur le sujet syrien, les États-Unis veulent limiter l'influence iranienne au maximum et l'influence de Bachar Assad, et là-dessus évidemment Poutine n'est pas d'accord. Sur la Crimée, on n'a pas tellement entendu Donald Trump s'exprimer, dans la mesure où la précédente administration américaine et les pays européens aujourd'hui s'opposent à l'annexion de la Crimée par la Russie, et que Donald Trump là-dessus n'a pas une position très ferme. En revanche, Trump, et il l'a exprimé la semaine dernière, s'oppose effectivement à cette création de cette dépendance énergétique entre l'Europe, en particulier l'Allemagne, et la Russie sur la question des gazoducs entre la Russie et l'Europe. Il y a là une véritable guerre de gazoducs entre les États-Unis et la Russie. Encore une fois, ce sont les 3 sujets principaux de contentieux qui ont été évoqués hier. L'Europe a des raisons de se soucier et de s'inquiéter de ce type de sommet. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'Europe qui risque de faire les frais de ces alliances, en tout cas de ce rapprochement entre les États-Unis et la Russie? Je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque, et je pense que si l'Europe, effectivement, veut maintenir aujourd'hui cette alliance importante, primordiale, entre elle et les États-Unis, elle a également son rôle à jouer, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cela signifie augmenter ses dépenses militaires. C'est une exigence de Donald Trump qui est légitime, il faut bien le dire, sur la question des 2% du PIB dans l'alliance de l'OTAN. Il est important que les Européens montrent de la bonne volonté là-dessus, s'ils veulent contribuer à maintenir leur alliance avec Donald Trump et empêcher à tout prix que Donald Trump ait une politique plus conciliante vis-à-vis de la Russie que vis-à-vis des pays européens, ce qui serait quand même un comble. Eh bien, docteur Emmanuel Navone, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à mieux comprendre ce sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump hier à Helsinki. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci, bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et ensuite ce sera la revue de la presse et des médias israéliens.